Le nouveau gouvernement veut remettre la planification au cœur de son action. Le Premier ministre l'a souligné, il reste à ce gouvernement 600 jours pour poser les bases de la reconversion économique après la crise sanitaire. Et compte tenu de l'ampleur du chantier, le plan ne peut pas être un dispositif parmi d'autres dans la longue liste des chantiers qui ont été énoncés. Il est l'instrument clé sans lequel le catalogue restera déclaration d'intention sans méthode et donc sans avenir. S'il y avait une idée à retenir du discours de politique générale, c'est donc bien celle-là, à quoi il faut ajouter bien sûr celle de la décentralisation. Le plan, c'est quoi ? C'était d'abord une institution bien réelle qui a eu ses heures de gloire. Mais c'est aussi un mythe enjolivé par l'histoire, celui d'une institution stable qui aurait programmé la reconstruction puis la modernisation des Trente Glorieuses. Celui d'un volontarisme politique se traduisant en actes et dépassant la dictature de l'instant. Mais à vrai dire, la planification indicative à la française n'a jamais cessé de se réinventer, d'alterner les phases de réussite, d'effacement ou de bilan mitigé, jusqu'à disparaître sans tout à fait disparaître. De ce projet très inégalement incarné au fil de l'histoire, demeurent quelques idées fortes et indissociables. Celle d'une économie qui se construit sur la base d'une vision prospective, celle de la définition de priorités d'investissement bâties sur de la concertation, celle d'un lieu de co-construction de l'avenir où coopérer des sphères aujourd'hui étanches et dominées par les rivalités internes, les entreprises, les intellectuels, les syndicats. Quelles sont donc les chances d'opérer le tournant post-Covid sur la base d'une vision partagée et d'une gouvernance où l'État regagnerait son influence dans les choix stratégiques des entreprises? Disons-le, elles sont faibles, même très faibles, sans être nulles. Faibles parce qu'on ne peut ressusciter un mort sans s'interroger sur les raisons de sa mort. Or, si le plan est mort, c'est du fait de causes qui, elles, demeurent bien vivaces. Son véritable fossoyeur, c'est François Mitterrand, pourtant attaché à l'idée en parole. Sans lui porter l'estocade, c'est lui qui assiste impuissant à son effacement. J'ai vu, avec beaucoup de tristesse, le plan perdre pratiquement jusqu'à toute réalité au cours des dernières années, dit-il, en 1988, utilisant même le plan pour tenter de rendre invisible son premier rival, Michel Rocard, dès mai 1981. Et pour cause, il est le président qui a fait entrer la France dans la mondialisation et l'Europe de la concurrence. Et ce faisant, c'est lui qui a accéléré la décomposition des conditions qui fondaient la réussite du plan. Car avec l'exposition croissante aux grandes secousses du commerce international, la gestion des aléas, l'ardente obligation de l'adaptation continue et agile au marché versatile ont marginalisé l'idée d'une programmation volontariste. Car aussi, la réussite de la planification est intimement liée à l'abondance et à la stabilité des fonds dédiés aux grands projets. Le premier plan doit sa réussite au plan Marshall. Le quatrième plan de 1962-1965, considéré comme l'un des mieux exécutés, se fait dans un contexte de prospérité exceptionnelle des finances publiques. Car enfin, le jeu d'acteurs qui sous-tend la réussite de la planification a disparu. Du côté des entreprises, les champions nationaux, sous tutelle de l'État ou de grands patrons sociaux, ont cédé la place à des multinationales sous actionnariat international qui s'identifient de moins en moins au territoire. Du côté expertise, l'économie industrielle est de moins en moins incarnée et a viré à l'abstraction mathématique. Et du côté des syndicats, la masse critique destinée à la réflexion a rétréci comme peau de chagrin. Sans parler des grands commis de l'État passés par le plan et qui servaient de relais au sein de toute l'administration. Bref, reconstituer une pratique, une culture, restaurer une tutelle sur des entreprises financiarisées, cela ne se fait pas en 600 jours et sans surmonter le tabou de la nationalisation notamment. Pourquoi les chances ne sont pas nulles pour autant ? Parce que, contrairement aux apparences, le plan n'est pas tout à fait mort. Si l'on met bout à bout France Stratégie, lieu de prospective et de réflexion, le secrétariat général à l'investissement qui sélectionne les appels à projets et alloue les 57 milliards du grand plan d'investissement sur 5 ans inauguré au début du quinquennat,
les comités de filière, qui sous l'égide d'un industriel représentatif du secteur a pour charge de faire émerger l'industrie de demain, de coordonner et de structurer les filières stratégiques. La BPI, enfin, le plan et ses agences de moyens existent en pièces détachées et tout un tissu humain invisible qui réfléchit à l'avenir productif de la France. Le gouvernement ne part donc pas de rien, et par le montage et la consolidation de ces moyens dispersés mais liés, il peut produire déjà et rapidement un bel outil de planification stratégique.